Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Multi-21. Je suis en compagnie de Pierre Mesley. Salut Pierre. Salut Clément, salut à tous. Et aujourd'hui, on va parler du Grand Prix de Bahreïn qui a eu lieu aujourd'hui même, premier des deux Grands Prix sur circuit de Sakhir. Un Grand Prix, on va bien évidemment revenir sur la course après, mais un Grand Prix émaillé dès ce premier tour par un accident, l'accident de Romain Grosjean. Un accident dont le Français est sorti miraculeusement. Est-ce que Pierre, tu peux pour commencer nous résumer un peu les événements qui ont amené à cet accident de Romain Grosjean ? Alors, ça s'est passé juste après le départ. Il y a eu l'enchaînement premier, deuxième virage. Et à la sortie du troisième virage, alors première chose, on avait Lance Stroll qui était sorti un petit peu large, qui est revenu brutalement sur la piste. On a sur la gauche de ce virage Raikkonen qui est parti très très large. Magnussen qui était un petit peu dans le paquet, un peu surpris sans doute par le retour en piste de Lance Stroll. Du coup a freiné. Il y avait Grosjean juste derrière. Grosjean a piqué sur la droite pour éviter en fait de percuter le Danois, sauf que manque de bol, sur sa droite en fait il y avait Daniil Kvyat et Daniil Kvyat en fait a servi un petit peu de, enfin la roue avant gauche de Daniil Kvyat a servi de lampe de lancement pour lancer en fait la Haas, qui atterrit dans le rail de sécurité avec, pour vous dire la force de l'impact, la monoplace s'est quand même désintégrée en deux parties. Donc c'est quand même un gros choc. Avec le cockpit a traversé littéralement le rail et là on a vu une énorme boule de feu. Fort heureusement, Romain Grosjean va bien. Il s'est extrait tout seul de sa voiture en 40 secondes. Ce qui est un vrai miracle, parce que voilà, enfin je veux dire concrètement, tu vois une voiture mais littéralement coupée en deux. Enfin je veux dire, ils ont montré des images. L'image était saisissante, hein, saisissante et terrifiante. C'est-à-dire on a la cellule de survie qui s'est littéralement disloquée du reste de la voiture. Il y a quand même une roue qui a été arrachée par la force de l'impact et qui a traversé la piste. Enfin bon, voilà quoi. Et littéralement, le cockpit était enfoncé dans le rail. Grosjean, pour sortir, a réussi à s'extraire. On ne sait pas trop comment. Il faudra attendre son témoignage peut-être pour en savoir plus. Mais il s'en est sorti tout seul. Alors il y avait la medical car, bien entendu, qui était immédiatement sur les lieux. Mais maîtrise de l'incendie, le pilote qui arrive à s'en sortir tout seul, on a assisté à un vrai miracle. Là concrètement, c'est un miracle. C'est vrai, surtout que c'est un miracle parce qu'il y a tellement d'éléments qui auraient pu mal se passer. Déjà, le fait qu'on soit dans un des premiers virages, ça veut dire que la medical car est juste derrière les F1. Si ça avait été en fin de premier tour, la medical car aurait été très loin, parce que c'est un break AMG, ça va pas à la même vitesse qu'une F1 forcément. On est sur un des circuits les plus sûrs de la saison aussi, même si ça on va en parler tout de suite. Et aussi, on a les Marshall quasiment les plus compétents de la saison, puisque les Marshall de Bahreïn, c'est ceux qui ont formé ceux d'Abu Dhabi, c'est ceux qui ont formé ceux de Bakou, c'est ceux qui ont formé ceux de Bud quand on allait en Inde. Donc c'est des gens qui sont très reconnus dans le milieu des sports auto, et le circuit de Sakhir accueille beaucoup de courses. Mais on aurait été sur un autre circuit avec peut-être dans un autre virage, peut-être que ça aurait pu se passer bien plus mal. Donc c'est un véritable miracle. Après, il y a des choses à revoir. On sait que tous les circuits de F1 sont au grade maximum de sécurité, au grade 1. Néanmoins, il y a plusieurs circuits sur lesquels il y a encore quelques petits problèmes. Et là, on en a vu un, c'est que on a des zones où forcément on a des zones élargies en zone de virage pour permettre aux pilotes de sortir un peu plus large, pour permettre, si jamais ils n'arrivent pas à freiner, d'avoir une très grosse zone avant d'avoir un impact vers le mur. Sauf qu'après, on a ces zones-là qui se rétrécissent sur la piste. C'est quelque chose qu'on avait vu à Silverstone en 2014 exactement, avec l'accident de Kimi Raikkonen contre les barrières au niveau du pont sur la nouvelle section, et c'était des barrières nues, simplement des barrières. Et là, pareil, c'est encore le cas. Et pareil cette année avec Kvyat, quand sa suspension s'était brisée, de mémoire, je crois que c'est à Silverstone, que l'Alpha Tauri était parti, il avait carrément heurté le rail.
Et effectivement, ouais. Et c'est vrai que autant dans les virages, on a toutes ces protections avec une couche de Tech Pro, ensuite suivi de couches de pneus, ensuite suivi d'un mur en béton qui est là pour stopper la monoplace une fois que le choc a été amorti par les couches précédentes. Ce qui est un système qui a notamment très bien marché pour Carlos Sainz à Sochi il y a quelques années. On se rappelle de son crash en essai qui était terrifiant et dans lequel il s'en est sorti vraiment indemne. En ligne droite, on n'a pas du tout les mêmes prérogatives de sécurité. On a souvent simplement des barrières. Et c'est vrai que quand c'est des lignes droites qui sont, quand c'est des murs qui sont parallèles à la piste, bah forcément pour que la F1 les heurte de plein fouet, c'est des situations qui sont quasiment rarissimes, qui n'existeront quasiment jamais. Par contre, dans le cas d'un rétrécissement, il suffit que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, la monoplace soit déviée par une autre. Elle arrive avec un certain angle sur un mur qui a lui-même un certain angle par rapport à la piste. On se retrouve à 90 degrés par rapport au mur. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et heureusement, et là-dessus, Pierre, je pense qu'on peut le dire, heureusement qu'il y avait le halo. Ouais, alors le halo, il a été fortement critiqué. On va pas se mentir. C'est vrai que c'est pas très beau. Bon, certains préfèrent l'aéroscreen. Bon, ok. Il a quand même prouvé aujourd'hui que, bah, mine de rien, on avait évité un drame, concrètement. Alors oui, c'est pas beau, mais ça sauve des vies. Et effectivement, et tu fais bien de le préciser, c'est que les critiques étaient beaucoup sur l'esthétisme du projet et que l'aéroscreen paraissait beaucoup plus beau, mais là, dans des situations comme ça, je sais pas comment aurait réagi l'aéroscreen, sans doute très bien aussi, mais là le halo, c'est désormais, on y est déjà en F1, en F2, en F3, on va y arriver à partir de l'an prochain en F4. Et tant mieux parce que ça peut sauver aussi la vie de jeunes hommes, pas seulement de pilotes expérimentés comme Romain Grosjean, mais aussi de jeunes garçons et de jeunes filles qui ont 14-15 ans. Tout à fait. Parlons un peu de la course quand même. On va commencer par les écuries qui ont terminé sur le podium. Mercedes et Red Bull. Alors, des courses très différentes pour les deux écuries. Mercedes aura connu une course tranquille pour l'ami Lewis Hamilton et une course beaucoup plus délicate pour Valtteri Bottas. Un départ très compliqué qui a bien évidemment été effacé par les événements qu'on a eu, puisque en outre l'accident de Grosjean, on a eu un accrochage avec Stroll lors du restart qui l'a mis sur le toit à la Gutiérrez en 2014. Et un Valtteri Bottas aussi qui a eu une tactique qui est un peu bizarre de la part de son équipe, de le faire repartir derrière avec des pneus neufs, une tactique qui n'a pas vraiment marché. Alors, ouais, ça a été un petit peu compliqué pour Bottas. Bon, il a chié son départ, mais bon, ça, on est un petit peu habitué. Voilà, c'est pas le top. Derrière, voiture de sécurité, au tour 8, on a appris qu'il avait eu une crevaison, donc du coup, hop, il était repassé par les stands. Il a fait la course avec les hards, ensuite ils lui ont repassé les médiums. Bon, en partant deuxième, je sais plus combien il termine, il doit terminer huitième, huitième. Bon, bah, pas terrible. Enfin, je pense qu'il est passé totalement, non pas à côté de son week-end, mais à côté de sa course. Attention parce que Verstappen n'est pas loin derrière. Donc la deuxième place du championnat, il reste encore 2 courses. Elle est loin d'être assurée pour Bottas. Et tu fais bien de parler de Verstappen puisqu'on va parler des Red Bull. 2e et 3e sur le podium. Alors certes, à la base, Sergio Pérez était sur le podium jusqu'à son abandon sur le casse-moteur dans les derniers tours. Mais une course solide des Red Bull. Là où on avait vu Albon très en difficulté au cours du week-end en essai, mais il a été sérieux en course, appliqué, parfois un peu rugueux sur ses prises de position, mais entre lui et un Verstappen toujours au top dans cette Red Bull, bah, ça fait un très bon week-end pour les taureaux rouges. Oui, en effet, très bon week-end pour Red Bull. Bon, Verstappen, il a essayé d'aller enquiquiner Hamilton, mais comme d'habitude, ou presque, Mercedes a copié sa stratégie sur celle de Red Bull. Donc, bon, on n'a pas eu de choses exceptionnelles. De mémoire, Hamilton a fait medium, hard, quand Verstappen a fait medium, hard, et ensuite encore medium. Il me semble qu'il met 2 trains de hard, ouais. Je sais plus, mais enfin, c'est des tactiques similaires. C'est des tactiques à peu près similaires. Après, Verstappen empoche le meilleur tour, donc preuve que ça marche bien. J'étais assez content pour Albon, je te rejoins, il a fait une course solide, pourtant après le crash qu'il avait eu, c'était quand même pas évident. Bon,
il est comme il est, bon un peu rugueux notamment par rapport à Sainz, je pense. Mais bon, il fait le boulot, il termine sur le podium, un peu par la force des choses, on va dire. Mais au minimum, c'était une 4e place et ça fait des gros points au championnat. Bon, même si c'est plié, c'est toujours bon de ramener les 2 voitures dans les points à la maison. Effectivement, ouais. Petite interlude dans cette émission pour vous dire de vous abonner à la chaîne de Multi21, ça nous aide énormément. Abonnez-vous aussi au compte Twitter de Multi21, on est de plus en plus actifs. Et bien évidemment, étant donné qu'on est en fin d'année, les bilans des différentes saisons des championnats du monde commencent à tomber. Le MotoGP est tombé, le Rallycross est tombé, la F1 va bientôt tomber, le Rallye va bientôt tomber. Bref, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous aide beaucoup et ça nous fait très plaisir. Revenons à l'émission pour parler du dernier sujet. Alors, il y a 2 semaines, on avait vu Ferrari un peu revenir en forme et on se demandait si Ferrari pouvait se battre dans cette bataille à 4 pour la 3e place avec McLaren, Renault, Racing Point. On a retenu des leçons cette semaine, c'est que déjà Renault est quand même rarement devant dans cette bataille et que Ferrari est souvent derrière. Sur ce week-end, ça a été encore l'illustration. Renault, ils étaient devant en qualif. Enfin, Ricciardo et Ocon étaient très 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 proches, 2 millièmes entre les 2 pilotes, donc ça c'est quand même à souligner. Mais en course, ça veut pas quoi. Je sais pas ce qui se passe, mais pour Renault, par rapport à McLaren ou à Racing Point, ça veut pas. Donc pourtant la voiture est bonne, hein. Enfin oui. Mais il y a un truc qui fonctionne pas. Et on a vu en plus des imbroglios. À un moment, les 2 voitures étaient ensemble. Ricciardo demande à passer. Ensuite, on fait rentrer les voitures en décalé pour éviter de se retrouver sur une situation où les 2 doivent se battre en piste, pour finalement qu'elles perdent des places et qu'elles doivent se battre en piste quand même. On fait 2 tours pour rien, où on perd du terrain sur les McLaren. Enfin, c'est assez inadmissible de la part de Renault. Et la différence, tu la vois, surtout avec McLaren qui a fait une course super sérieuse, pas d'erreur, et qui a rapporté le maximum de points qu'il pouvait rapporter. Voilà. Tout à fait. Norris devant Sainz, mais 2 courses très 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 solides au niveau de walking. Ils n'ont pas fait de bruit, mais ils ont fait le boulot. On les voit très souvent faire ça cette saison et c'est vraiment un tournant qui a été pris depuis quelques temps par McLaren et qui est très agréable quand même de voir cette écurie revenir un peu dans une meilleure forme qu'elle était il y a quelques saisons. Donc ouais, moi personnellement, je m'avance peut-être un petit peu. Je mets une petite pièce sur McLaren pour cette troisième place. S'il n'y a pas de conneries dans les stands et s'ils arrivent à ce que les 2 pilotes ramènent des points et soient l'un derrière l'autre, je pense qu'il y a moyen de l'obtenir, cette 3e place. Écoute, pour l'instant, je vais pas me mouiller autant, mais je vais quand même resserrer la lutte, je pense, à 2 entre McLaren et Racing Point, puisque aujourd'hui on a eu Racing Point qui a eu ses 2 voitures d'éliminer, donc c'était compliqué, mais je pense pas qu'à la régulière, comme tu le dis, s'il n'y a pas de problème au stand, s'il n'y a pas de problème sur la piste, Renault et Ferrari puissent concurrencer ces 2 écuries là. Donc McLaren, ouais, je l'entends, ça peut être franchement eux qui prennent la 3e place, et avant leur retour avec le moteur Mercedes l'an prochain, ça ferait pas mal en plus d'avoir un petit peu d'argent supplémentaire pour préparer la saison. Ça peut être bueno en effet. Je reviens juste sur Ferrari. Bon les qualifs c'était déjà pas terrible. Leclerc a fait illusion, j'aurais tendance à dire, mais ça s'arrête là quoi. Tu peux juste me confirmer quelque chose? Jean Todt était dans le paddock ou pas? Jean Todt était dans le paddock, puisque Jean Todt prenait des nouvelles de Romain Grosjean durant la course. Alors c'est pour ça. Tout s'explique. la malédiction Todt a fait que les Ferrari, c'était caca, c'était pas bon, ça marchait pas. En fait, il faut ni Todt ni Binotto dans le paddock. C'est ça. Maintenant, c'est ça. Ça fait quand même. C'est vrai qu'on rigole, mais Vettel faisait vraiment de la peine, surtout après le 2e restart, quand il se fait dépasser coup pour coup par Bottas et Giovinazzi, et qui dit ma voiture est à l'agonie alors qu'il a 4 tours sur ses pneus.
On se dit mais enfin c'est pas possible, on peut pas en être retombé là alors que la semaine dernière il y a 2 semaines il nous avait donné tant d'espoir et de sourire. Et il termine derrière une Williams, il termine derrière Russell. Ouais, et c'est vraiment désolant pour lui et pour la Scuderia, ça fait mal un peu pour eux quand même cette saison. C'est clair. Alors on peut pas dire 0 pointé parce que Leclerc, grâce à l'abandon de Pérez, ramasse le point de la 10e place. Mais par rapport à ce qu'il nous avait montré notamment en Turquie et même un petit peu avant, où ça avait l'air d'aller un petit peu mieux, bah là de nouveau ça va pas. Donc est-ce que c'est par rapport à l'exploitation des pneus où ils étaient pas bons? Vettel en avait en disant que ce serait l'une des clés. Est-ce que ils ont jamais trouvé la bonne fenêtre d'utilisation des pneus? J'en sais rien, mais en tout cas ils étaient pas là. On les voyait éventuellement dans la lutte du midfield. Bon, là, très clairement, on a compris qu'il fallait pas compter sur eux pour cette bataille. Effectivement. Alors ça, on verra ça la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on reste à Bahreïn sur le circuit de Sakhir, mais sur l'Outer Lap, un tracé qu'on vous avait présenté sur la chaîne il y a quelques semaines lorsqu'on avait présenté les nouveaux circuits de 2020 en même temps que Portimao et le Mugello, comme nouveau tracé de 2020. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour voir la présentation de cette Outer Lap, et on a hâte quand même de voir la finale de la F2 et une course de F1 sur ce circuit qui nous rappellera un tant soit peu l'IndyCar, même si c'est qu'un tant soit peu, bien évidemment c'est pas non plus un ovale. Et je te remercie Pierre pour cette émission, et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut, à la semaine prochaine.